j'arrivais de moins en moins à cacher mon état. C'était ça qui était le plus difficile pour moi. Je peux dire que c'est peut-être une force parce que ça m'a empêché de couler complètement. Mais en même temps, c'était épuisant parce que je m'épuisais un peu moi-même et puis j'avais plus trop d'énergie. Et puis cette immense tristesse de pas avoir l'énergie et plus avoir d'envie. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer un micro juste entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons faire notre première interview. Qui de mieux que d'avoir ma mère comme première invitée pour nous parler d'un moment de sa vie. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc, comme je l'ai dit, c'est notre première fois où on invite une personne sur le podcast. Et c'est vrai qu'on se posait un peu la question de qui on pouvait inviter en premier. Et effectivement, pourquoi pas inviter ma mère, Marjorie Balissa. Tu peux nous dire bonjour. Bonjour. Et on va prendre un moment pour parler d'un moment assez particulier de sa vie, mais peut-être avant d'aller trop sur cet épisode-là, je sais pas si tu peux nous présenter un petit peu en 2 mots. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Peut-être un peu l'âge que tu as et domaine d'activité, un peu tout ça, quoi. Un peu tout ce que je fais. Alors, ça fera l'année prochaine 10 ans que j'ai ouvert un magasin, plutôt une mercerie. Je suis couturière de métier. Et au fait, j'ai toujours été passionnée par conseiller les gens, aider à trouver des astuces pour améliorer leurs vêtements. Et j'aime beaucoup les boutons. Alors évidemment, j'ai un très très grand choix de boutons. J'en ai des vintage, j'achète des nouvelles choses, je cherche, je chine. Voilà, ça c'est ma passion. Avant, j'étais pendant longues années femme au foyer, comme on dit. J'ai élevé mes enfants en faisant toujours un peu une activité quand même créatrice de couture. J'ai participé à l'école de danse de ma fille, de la sienne. Je fais les costumes. J'ai fait les costumes aussi pour l'école. Ça a toujours été ma passion quand même. J'ai donné des cours de couture aussi quand j'habitais dans le Valais. Et avant, je travaillais dans la musique. Voilà. Ouais, parce qu'il faut savoir que je crois que je t'ai toujours vu faire de la couture. Oui. Et on a toujours grandi dans, soit c'était des costumes, soit c'était souvent des costumes que tu nous faisais quand on était petit, etc. Voilà, je vous ai fait vos avis, mais j'adore faire des costumes de théâtre. Et là, ça fait effectivement 10 ans déjà que tu as ton magasin où tu fais des retouches, tu as des boutons, etc. Mercerie, comme tu l'as dit. Oui. Et puis alors, mon âge, je me demandais, alors je vais avoir 64 ans cette année. Dieu, ça allait vite. Mais voilà, on parle de ça, tout ça, c'est très très cool. Mais effectivement, il y a eu une période de ta vie où tu as vécu, tout simplement une dépression. Absolument. Je me souviens un petit peu pour situer j'avais quoi? Je devais avoir 12 ans, je dirais, comme ça. 11-12 ans. Oui. Et je me souviens très bien d'un jour, je crois que c'était un dimanche, où tout d'un coup, t'étais pas là. On se réveille et t'es pas là. Et on va déjeuner, il y a personne. Et c'est tout d'un coup notre père qui arrive puis dit, on va faire un petit tour ensemble. Maman, elle va pas bien. Et c'est sur la promenade qu'il nous a expliqué un petit peu que ça allait pas du tout. Et ça allait prendre un petit moment. Et je me souviens on comprenait, enfin, on n'arrivait pas à comprendre quel était le problème et que c'était quelque chose de complètement nouveau pour nous en tant qu'enfants. Avoir quelqu'un qui, la veille, allait, puis tout d'un coup, ne va plus. Oui. Et ouais, puis après, s'en est suivi tout ça. Est-ce que tu te souviens de cette journée où il y a une espèce de momentum de stop, ça peut plus avancer? Voilà. Mais effectivement, alors je peux comprendre que vous n'avez pas vraiment perçu tellement le problème parce qu'au fait, j'essayais de faire un maximum pour que tout joue quand même à la maison, que vous n'ayez pas des répercussions un petit peu de mon état de mal-être. Et j'essayais toujours d'être toujours coquette, d'être toujours bien habillée, de toujours faire un effort sur moi. Je me suis jamais laissée comme couler, mais au fait, au fond de moi-même, je luttais contre un besoin de solitude et de me laisser couler quand même assez fort et arriver à un stade
On a envie qu'on vous mette dans une maison, puis qu'on vous fiche la paix, que vous dormiez, puis que c'est terminé. Voilà, j'étais arrivée quand même à ce stade. Et je me rappelle très bien, j'étais sur le grand balcon. C'était une fin d'après-midi. Et puis vraiment, je tournais en rond. Je disais, ça va pas. Il faut que je demande de l'aide à quelqu'un. Et puis que j'ai dit, mais je peux pas continuer comme ça. J'ai 2 enfants. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et j'ai pensé à ton parrain, et qui est un ami. Et je l'ai appelé. Comme tout ami qui se respecte, qui est un vrai ami. Il habitait Montreux. Il m'a dit, dans 2 heures, je suis à Sion. Et il est tout de suite venu. Et lui m'a vraiment guidée, et m'a conseillé la bonne personne, qui est une psychiatre, qui connaissait. Et j'ai décidé de faire une psychanalyse pour m'en sortir. Comment t'as su, parce que tu disais effectivement, tu te sens oppressé, même pas oppressé en fait, t'as besoin d'être seul. C'était ça un peu tes symptômes. Mais de plus rendre compte, de plus jouer le jeu. Ouais, je crois que j'arrivais de moins en moins à cacher mon état. C'était ça qui était le plus difficile pour moi, qui devenait le plus pénible. En même temps, je peux dire que c'est peut-être une force parce que ça m'a empêché de couler complètement. Mais en même temps, c'était épuisant parce que je m'épuisais un peu moi-même et puis j'avais plus trop d'énergie. Et puis cette immense tristesse de pas avoir l'énergie et plus avoir d'envie. Je crois que c'est le pire, c'est de plus avoir d'envie de rien faire. Alors que moi qui adore coudre, j'adore créer, j'adore le jardin, j'adore faire de plus rien avoir envie de faire. Je crois que ça, c'était quand même le gros signal d'alarme. Non, puis si je pense bien à quelque chose, c'est que t'es toujours assez active. Oui, absolument. Donc ça s'est installé un petit peu petit à petit comme ça. Petit à petit. Au fait, c'est latent. Ce mal-être. Ce mal-être. Mais au fait, c'est pernicieux, la dépression. Parce que j'ai compris que j'étais en dépression j'ai un état dépressif depuis beaucoup plus longtemps, en fait, depuis la séparation de mes parents, on peut dire. Je pense que cet état est venu, T'avais quel âge? 17 ans. 16-17 ans. C'est l'âge où on doit prendre une formation, où on doit se dire qu'est-ce qu'on va faire. T'es pas du tout épaulé, je sais pas ce que je voulais faire. J'ai pas osé faire une école de couture, une école de théâtre, ce qui m'aurait maintenant, je l'ai tellement regretté, au fait, quand j'ai fait ma thérapie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est tellement dommage. C'était ça, ma voie. Mais au fait, j'ai jamais eu maman, et la chance que j'ai, c'est que j'ai pu en discuter, au fait, pas trop avec mon papa, mais avec ma maman. Et j'ai pu lui dire, écoute, là, vous m'avez complètement abandonné. Et elle m'a dit, et puis elle l'a reconnu, elle a fait un mea culpa. Et ça aide aussi, je trouve, dans se reconstruire. Donc des années après d'avoir pu reparler de ce moment-là. Tout ça. Et de voir aussi que c'est quelque chose qui est latent depuis très longtemps, voilà. Ouais, parce que je pense que c'est peut-être intéressant, toi qui es dans le domaine vraiment de ça, de peut-être nous faire un petit résumé de qu'est-ce que la dépression, comment ça fonctionne. Parce que j'entends, je le demande, et c'est pour ça que je voulais faire aussi cet épisode, c'est que j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, là, j'ai eu un petit coup de déprime » ou « Là, j'ai eu une mini-dépression ». D'un coup, dire « Ok, qu'est-ce que réellement la dépression? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un truc passager ?» De remettre un peu le cadre. C'est effectivement une maladie. La dépression, c'est une maladie. Et il y a plusieurs dépressions. Il peut y avoir on va dire des niveaux, effectivement, de dépression, et aussi des dépressions chroniques. Donc, des gens qui ont des dépressions qui reviennent tout le temps. D'autres qui ont un seul épisode dépressif. Mais c'est vraiment un état où la personne n'a plus d'envie, vraiment, même pour les choses toutes simples de la vie, les choses qui lui faisaient plaisir, ne lui font plus plaisir, et souvent on n'arrive pas aussi à faire les choses du quotidien. Toi, tu disais que tu arrivais encore parce que tu avais les enfants à garder un peu une façade comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, même lâchent ça, arrivent plus à se doucher, arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes. C'est vraiment un état de manque d'envie, de manque de capacité à faire les choses qui est... Et quand à un moment donné, ce moment où tu ne peux plus, j'avais souvent entendu, et il me semble que c'était ça l'histoire, où tout d'un coup la personne ne peut plus sortir du lit. Où tout d'un coup elle est bloquée, et il y a un peu comme, quelque part, bloqué dans son lit, ne peut plus rien faire. C'est souvent un truc que j'avais entendu, et il me semme, moi, que c'était ça que t'avais vécu. Moi aussi, j'ai de la peine. Il fallait quand même me préparer pour aller à l'école, il fallait quand même être là à faire le petit déjeuner. Mais le matin que je me levais, c'était vraiment un gros effort. J'ai encore une journée à passer.
Et au fait, je vous faisais à manger et tout, mais moi, j'avais pas faim du tout. Je vous faisais, mais Oui, en fait, manque d'appétit, c'est aussi alors complètement. un Parce symptôme. que si on n'avait pas été là, est-ce que tu t'aurais demandé de l'aide beaucoup plus tard, t'as l'impression? Oui, Ouais. c'est possible. En C'est fait, possible. t'aurais pu aller beaucoup plus C'est loin possible. dans la déprime, finalement. Ouais. Oui. Et puis, on ne sait pas jusqu'à quel point, dans mon cas, tu veux pousser la déprime plus loin pour un peu culpabiliser les gens autour de toi qui ont peut-être pas pris soin de toi comme tu l'avais. Et c'est un peu ambigu comme solution. Mais c'est aussi, je ressentais quand même, on m'a pas comprise. J'en ai marre. Je fais toujours des efforts pour les autres, mais j'ai l'impression que je suis pas comprise. Et puis que tu gentiment tu te laisses couler en disant vous allez bien voir et puis vous allez aussi vous occuper de moi. Ouais. Il y a au fond, si je suis très honnête avec moi-même, je pense qu'il y avait un petit peu de ça. Et ce qui est difficile là-dedans en plus, c'est que la personne qui la vit qui peut décider entre guillemets de s'en sortir ou de mettre les choses en place, alors que justement cette envie elle existe pas. Et donc vraiment cette première étape qui est de demander de l'aide, c'est souvent une étape qui est très difficile justement. Oui. Et d'avouer, de dire je vais pas bien et j'ai besoin d'aide. Ouais, c'est ça, quelque part. Le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est je te conseille d'aller voir quelqu'un. Quand même pas jusque là, mais c'est effectivement tant que la personne s'en rend pas compte et qu'elle se dit je vais aller demander de l'aide, je vais aller voir quelqu'un. Bah, on voit que ça aide beaucoup moins quand quelqu'un t'amène, te dit, allez, maintenant, tu es chez le psy et puis tu fais une thérapie. Oui, ça a un tout autre impact dans le rétablissement de la personne. Aussi, ça peut t'agacer, ça peut aussi faire l'effet contraire en disant de quoi il se mêle. Et surtout à cette période, maintenant, le fait d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un psy, c'est beaucoup plus. C'est déjà. Ouais. À l'époque, il y avait quand même cette connotation de on est malade. Mais voire quasi fou. Et c'est vrai que maintenant... à l'école, dès qu'il y a un petit problème avec un enfant, on a un petit suivi, on pose des questions, tandis qu'avant, de mon époque, quand même, je suis pas si âgée que ça, mais en fait, quand même, je vois où il doit aller chez le psy, tu disais à l'école, oulala, c'est presque l'asile de fous. Hein, non, mais on rigolait, c'est pas voir un psy, c'était presque une insulte. Mais, heureusement que ça s'ouvre. Donc il y a eu cette fameuse journée non mais j'y reviens parce que c'est aussi... Moi j'étais à Genève, en fait, je devais être à Genève quand on avait décidé que votre papa allait vous parler. Mais je crois que tu étais là à la maison. Ah, peut-être. Ouais, moi je me souviens plus très bien. Je me souviens très bien que tu étais là à la maison et en fait moi le souvenir que j'ai vraiment et qui a été assez fou, c'est que tu étais là à la maison mais qu'on pouvait pas te parler parce que t'étais trop mal. Et je me souviens que et là, on a promené le chien avec mon père et ma sœur, et j'étais là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est, en plus, dans ce cas, ma mère, ne peut pas communiquer. Et je me souviens que j'étais là, c'est fou, mais plus avec de l'incompréhension que de la tristesse, hein, mais plus de me dire, qu'est-ce qui fait qu'on est si mal alors que tu vois, si t'avais eu un accident physique, j'aurais dit, bon, ok. Mais là, de temps que se dire... En fait, c'était la réalisation que le mental a un impact, des fois, presque plus fort que le physique. Oui, complètement. Et à cet âge-là, c'était tout d'un coup un peu le... Ah ouais, c'est possible. Ou du moins, c'est nouveau, parce que ça n'existait pas avant. Voilà, c'est ça. Au fait, des situations de couple, des situations de couple, où intellectuellement, c'est ça qui m'a, au fait, le plus perturbée. C'est qu'intellectuellement, j'analysais très très bien la situation, mais au fond de moi-même, il y avait une anxiété et une peur irrationnelle de voir que le couple allait plus bien et que il fallait qu'on travaille et une peur de perdre quelque chose, mais une peur tellement irréfléchi, irrationnel, mais qui m'a tellement envahi, qui m'a fait, mais même j'ai eu un soir où je sentais que je perdais, j'ai cru que je devenais folle, que ça montait, que j'arrivais plus, ça faisait des vagues de terreur, de panique, pas de terreur, des vagues de panique comme ça. Mais au fait, dans mon intellect, je me demandais, je faisais une analyse totalement froide et pragmatique des choses. Mais c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, j'arrive pas, il y a quelque chose qui joue pas. Qu'est-ce qui fait que je peux pas maîtriser cette panique? C'est ça qui était un peu un déclic, au fait. Ouais, c'est fou avec le recul.
surtout moi maintenant en tant qu'adulte, parce que c'est pas un truc qu'on a beaucoup discuté ensemble. Non. On va quand même l'avouer que c'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode, parce que la première, on a eu un problème de caméra, puis il n'y a rien qui a été enregistré. Mais j'essaye un peu de poser d'autres questions pour que ça reste frais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler, parce que... Non. Ben voilà, enfin, on se voit souvent, mais on n'est pas à se dire, ah ben, tu te souviens de cette fameuse journée? Non. Donc c'est marrant de revoir sous ce regard de moi adulte maintenant qui comprend ce que c'est une dépression, alors que c'était pas le cas à l'époque. Mais bref, il y a eu cette fameuse journée quand t'as appelé mon parrain qui t'a conseillé pour le coup d'aller voir quelqu'un, mais en fait qu'il avait une adresse et puis c'est quelqu'un avec qui il avait une certaine autorité là-dessus pour te présenter quelqu'un. Oui. Et comment ça s'est passé du coup? Donc c'était une psychothérapie? Oui, c'était une psychothérapie, c'est une psychiatre, voilà. C'était moi à appeler, et puis c'est jamais très chaleureux. Les psychiatres, ils sont, je sais pas sur tout ce comme ça, mais ils sont toujours assez stricts comme ça. Voilà, ben oui, j'ai pris note, je vous rappellerai. Et puis tout d'un coup, un mois plus tard, elle m'a dit j'ai de la place, et c'est tombé le jour de mon anniversaire. J'ai dit c'est le jour de ma fête. Elle me dit bon. Il n'y a pas de hasard. J'ai fait incroyable, voilà. Et puis je suis allée chez elle, on a discuté, et puis c'est quelqu'un que j'ai admiré beaucoup parce que il n'a jamais eu de médicaments, il n'y a jamais eu. Elle m'a tout de suite dit, chez moi c'est 50-50. Je vous donne 50, mais vous devez donner 50. Maintenant vous posez vos valises, vous vous occupez de vous, vous avez toute la force pour. On commence le travail. Ok. Wow. Et ça a été très très. Et au fait. J'ai jamais eu j'ai jamais dû prendre de médicaments. Elle est partie en vacances une fois. Elle m'avait dit, mais moi, même pour mes patients, j'ai une disponibilité. Même si moi je suis en vacances, elle m'a dit, tous les soirs, je regarde mes messages. Donc si vous avez un panique, vous m'appelez, je vous répondrai. Mais il faut pas m'attendre dans la journée parce que c'est quand même mes vacances. Mais je prends du temps pour mes patients. Puis elle m'avait donné un petit truc un tranquillisant que du coup j'ai pas du tout eu besoin de prendre. C'était vraiment au début, j'étais très fragile. Mais sachant cette disponibilité, ça m'a complètement rassurée. C'était incroyable. Je me suis sentie, ça, je lui en suis vraiment reconnaissante. Et je reviens sur, du coup, ce que tu avais dit la dernière fois, et qui m'avait surpris, parce que je me souvenais pas du tout de ça. Ta thérapie a duré 4 ans. Oui. Parce que c'est ce qu'elle t'avait conseillé? Non, je m'étais mis dans la tête un peu, je sais pas pourquoi c'est 4 ans. Ouais. J'ai dit, j'irai au maximum jusqu'à 4 ans. C'est ça, donc tu lui as annoncé? Je l'ai pas annoncé, non, je l'ai pas annoncé, mais dans ma tête, c'était 4 ans. Et au fait, à la fin de ma thérapie, j'ai divorcé. Elle m'a dit, ouh là là, c'est un gros morceau. Et puis, mais je me suis sentie bien, bien. Je réglais mes affaires, je prenais de l'assurance en moi. Et puis là, j'ai dit, je crois que ça va être notre avant-dernière séance parce que je me sens bien. Elle m'a dit, ouais, vous êtes sûre? Elle était un petit peu. Puis la suivante, j'ai dit, non, c'est bon. Okay, et voilà. Ouais. Et je l'ai jamais dit, je vais faire 4 ans. Mais dans ma tête, je m'étais vraiment. T'avais fixé ça. J'avais fixé ça. Je voulais pas commencer à faire un truc qui dure, être dépendante d'elle. Ça, c'était vraiment un peu. T'as demandé l'aide, t'as commencé la thérapie en te disant, voilà, maintenant, il faut que j'aille mieux et je me donne 4 ans. Je me donne 4 ans, si c'est moins, tant mieux, mais voilà, mais je veux pas plus. Il y a une temporalité. Ça ne fera pas aller au-delà. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à dire par rapport à la dépression, c'est que ça se règle pas en 2-3 semaines. C'est vraiment quelque chose qui est long parce que c'est présent aussi à cause de problématiques qui sont anciennes souvent, donc il faut travailler. Oui. Je pense que on va pas parler de la thérapie en elle-même, mais où tu vas vraiment sur ton passé, sur plein de choses. Ça dépend quel type de thérapie on fait, mais c'est très long. En fait, tu essayes de mettre en place d'autres mécanismes. C'est ça. Et puis bon, la dernière fois, on avait parlé, comme je disais, on a beaucoup parlé sur ces 2 personnages que je sentais en moi. On avait parlé de cette petite fille que j'avais en moi. En fait, c'est ça qu'elle a mis plutôt en exergue. C'est quand je parlais de ces vagues de panique. Au fait, c'était cette petite fille complètement terrorisée, paniquée par l'avenir, parce que comment j'allais prendre les choses en main, qu'est-ce que j'allais faire et comment j'allais un peu me sauver, parce que je sentais bien qu'en moi, il y avait une espèce de volcan qui disait, faut y aller, puis une autre disait, aïe, j'ai peur. Et puis c'est, au fait, tout le temps, depuis enfant, au fait, si j'ai non plus pas réalisé le métier que je voulais, il y a toujours une espèce d'angoisse qui me freinait. Et ça commençait à m'exaspérer, mais j'arrivais pas à la maîtriser, cette angoisse. Oui, c'est ça, t'as ces 2 alter ego en toi, donc la petite fille qui a besoin d'être rassurée tout le temps, et puis le bulldozer qui a envie d'aller. Le démon qui dit on y va, et puis il faut faire les choses. Ouais. Alors des fois elle prenait un peu le dessus, le démon, d'un coup ça partait bien, mais puis par moment, puis il suffisait que j'ai quelqu'un qui me montre un peu les dangers, puis je faisais puis je reculais. Ouais, donc c'est ça, t'as fait 4 ans de thérapie.
t'as décidé, ok, ça, maintenant ça va, je me sens bien. Oui. Deux petits Je peux être seule avec mes enfants, j'assume, je peux chercher un boulot, même si j'ai pas trop, c'est pas grave, je trouve un appartement, je vais me démerder. Oui, là, je me souviens, c'était toute la période. où on a déménagé, Et avec sérénité. En fait, tu as repris confiance aussi en tes capacités et ta capacité à être seule, entre guillemets, ou à pas avoir besoin forcément de quelqu'un. de quelqu'un. Ouais. Pendant 5 ans, j'étais pour vous, j'étais seule, et j'étais bien. Et ça, c'était une perspective, comme le couple allait vraiment pas bien, et je me rendais compte que je risquais d'être seule, qui me paniquait complètement. Je disais, mais je suis incapable de... Oui, il y avait une angoisse horrible. Et tout d'un coup, cette angoisse, ça se construit. Et on se dit, mais on est tout à fait capable, c'est tout bon. Et aujourd'hui, enfin, qu'en est-il de cette petite fille et de ce bulldozer? Alors, tout se met bien en place, mais la petite fille, elle est quand même là de temps en temps. Il y a des petits moments, quand même, un petit peu d'angoisse. Ces temps, je la sens un peu plus fragile, un petit peu, des circonstances. Et donc, en fait, je sais lui parler. Je sais la calmer. Et j'ai besoin un petit peu de lui dire, fais-moi confiance, n'as pas à avoir peur, je suis là, je te protège, il y a pas besoin. Mais je sens que ça peut se réveiller un petit peu quand il y a des choses quand même assez graves qui se passent. Ouais, c'est intéressant. En fait, t'effaces pas ces parties de toi, entre guillemets. On a tous, justement, des parties plus sûres, des parties plus... Mais je sais m'en occuper, et j'ai les clés, voilà, j'ai les moyens et les clés pour reconnaître quand tout d'un coup il y a un petit peu trop et comment je peux faire. Ouais, c'est ça. Je fais un petit lien avec la PNL parce que c'est un truc qu'on voyait beaucoup en PNL, c'est le fait d'avoir différentes parties en nous qui gèrent différentes choses, un peu comme si on représentait une entreprise et qu'on avait plein de petits employés. Et en fonction de la situation, si elle est nouvelle, on a, je sais pas, le nouveau stagiaire qui dit ok, bon, je vais devoir m'occuper de ça, puis qui fait comme il peut avec les moyens du bord. Puis des fois, ce qu'il va utiliser n'est pas forcément toujours très adapté. Un exemple tout simple, c'est tout d'un coup devoir fumer une cigarette. Évidemment qu'on le sait que c'est mauvais pour nous de le faire, mais on le fait pour subvenir à un besoin. Le besoin peut être de faire une pause, de se relaxer, enfin, etc. Mais ça, c'est le besoin, puis la solution n'est pas toujours très adaptée. Et là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a cette partie de toi qui est la personne, la petite fille qui a peur, qui est pas sûre, qui a besoin de réconfort, qui a peut-être pas forcément trouvé les meilleures solutions à l'époque. Non. Et de ce que tu me dis là, j'ai l'impression qu'après la thérapie, ça a été tout d'un coup, ok, je sais maintenant qu'est-ce que j'ai besoin, je sais comment faire pour que cette petite fille ait les bonnes ressources au bon moment. Oui. Et la même chose aussi pour le petit diable, enfin le petit diable, non, la wild girl qui veut partir à l'aventure, de aussi lui dire, ok, t'es pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain pour partir, il y a une demi-mesure, enfin, etc. Exactement. Un petit peu qu'il y ait une unité, que les deux choses s'emboîtent l'une avec l'autre, qu'elles soient pas en opposition, mais qu'elles fassent une personne. Ouais. T'as appris à communiquer avec toi-même. Ouais, exactement. Et à me faire confiance. Surtout à me faire confiance, ça. J'aurais jamais imaginé au début de pouvoir tenir un magasin, de pouvoir gérer une petite, avoir un employé et tout. Mais pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'arrive à le faire. Pour moi, c'est magnifique. Maintenant, t'as ton magasin, t'as une employérière, ça tourne. Oui, un employé, ouais. Pardon. Et c'est magnifique. C'est une belle réalisation. Complètement. Pour moi. Puis je vois que les gens sont contents, le contact se fait bien, enfin tout marche, voilà. Ouais, je pense c'est bien de résumer. Donc la première chose, c'est de dire la dépression, c'est quelque chose donc c'est une maladie qui se construit petit à petit. Dis-moi si je me trompe, mais moi je le vois vraiment comme les choses, enfin la vie se construit et puis il peut avoir eu un événement ou plusieurs événements qu'on fait que ça s'est construit sur quelque chose de bancal, mais ça se construit, un peu comme les caplas, ça s'appelait, cette espèce oui, absolument. de petits jouets en bois qu'on construit. Et en fait, la fondation est pas bonne et on construit, et tout d'un coup, ça tombe. Et ce moment où ça tombe chez toi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, tu me corrigeras, mais j'ai l'impression qu'il est venu heureusement très tôt et qu'il aurait pu venir beaucoup plus tard si les circonstances auraient été différentes, si on n'avait peut-être pas été là, ou si, je sais pas, notre père aurait dit, ok, elle va pas bien, moi je me cache, je prends les enfants avec, c'est plus sage. Enfin, il y aurait pu avoir ce genre de choses, et heureusement, ça a pu se faire suffisamment tôt pour que, déjà, ta psy n'avait pas eu besoin de te donner de médicaments parce que t'étais
t'étais bien, t'étais pas au stade où ça part vraiment mal. Une grande motivation externe en ayant 2 enfants. Oui, exactement. Oui, de parce construire que, quelque chose. C'est la seule qui fonctionne quand on va aussi mal, c'est une motivation externe au final. Aussi, que oui, l'interne oui. n'est plus. Et le courage d'avoir dit, en fait, oui, ça va plus. Quand t'as plus de motivation, vous étiez ma motivation quand même. Et ce courage d'avoir dit, OK, ça va pas, je vais appeler mon parrain, donc ton ami, on va dire ça, qui était en fait le premier appel à l'aide, qui j'ai l'impression, représente 50% du travail finalement, d'avoir mis le stop. C'est une grosse partie du travail. Et quand à la famille, tu peux annoncer, voilà. Moi, je suis une dépression, puis mon père, je vais me pas remarquer. Enfin bref, c'était un petit peu... De pouvoir le verbaliser, le dire aux autres. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, alors il y avait des plus proches qui voyaient bien que ça allait pas très fort. J'en ai quand même eu, mais il y a quand même d'autres de la famille qui tombaient un petit peu des nues, qui comprenaient pas très bien. Puis je dis non, mais voilà, je cache bien mon jeu, mais ça va pas. Oui, ça peut bien se cacher pendant un bon moment en mettant ce masque social. Oui. Et puis après, la reconstruction est aussi un élément que je trouvais intéressant et important que tu disais, c'est la reconstruction de ton estime, de l'estime de soi. Oui. Parce que ça, c'est vraiment un point aussi que je vois chez tous mes patients. C'est quand il y a une grande dépression, l'estime de soi, elle est au plus bas. Elle est inexistante, vraiment. Et c'est très difficile de la faire revenir petit à petit. Et il faut justement des petites réussites, des petites choses qui fonctionnent pour petit à petit la reconstruire. Oui. Et on se rend compte souvent que quand l'estime de soi est reconstruite, c'est là que la personne arrive à aller mieux aussi. Oui. Et puis quand tu as des décisions à prendre, ce que j'aimais bien aussi, ce qu'elle m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, tout était confus dans ma tête. Des décisions, des choses où j'étais un peu perdue. Elle m'a dit, au lieu de brasser tout ça, vous donnez des délais. Vous dites, dans un mois, je voudrais arriver à ce palier. Mais vous faites que ça. Vous dites pas, je dois faire encore ça. Non, vous faites juste une petite chose. Petit pas. Petit pas. Puis ça va puis c'est vrai que ça me calmait. Je me disais, non, mais je pense pas aux autres choses, je dois penser qu'à une chose. Puis quand ça sera fait, je penserai à l'autre chose. Mais je vais pas penser à tout l'environnement que je dois réorganiser. Puis c'est un espèce de... Il y a tellement que tu t'es en panique devant tout. C'est, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à cette espèce de calendrier tranquille. Et du coup, les autres problèmes, tu n'y penses plus. Tu es vraiment sur une chose. Ouais. Ça a été très, très bénéfique. Ouais, je pense que ça, c'est très important parce que la vie, elle continue en soi. Donc, il y a d'autres problématiques qui continuent d'arriver. Donc, quand on va pas bien et qu'on les voit toutes, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Oui, exactement. Par exemple, il y a des personnes, justement, qui peuvent plus travailler. Donc, elles se disent, je vais pas encore assez bien pour travailler. Comment je vais faire? Je vais avoir les factures et tout ça. Puis il y a tout qui tombe. Il faut arriver à dire. T'as pas envie de sortir du lit. Ouais, c'est ça. Tu te dis, je reste au lit parce que telle montagne devant moi, c'est la cata. Et une chose après l'autre, c'est vraiment une clé aussi. Oui. Du coup, moi, j'ai assez envie de te poser, je pense, la dernière question de cet épisode. C'est, qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil à des personnes qui traversent une période un peu similaire que tu as eue? Oser en parler. Il y a aucune honte. On se dénigre pas parce qu'on va pas bien. C'est aussi un côté, des fois, de dire je vais pas bien, on se sent un peu fragile, on a l'impression du regard des autres. Oser le dire, oser demander de l'aide. C'est vraiment ce que je peux conseiller le plus, ouais. Ouais, ça revient dans tellement de choses, finalement. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Que ça soit en entreprise, ne pas déléguer, justement, ne pas faire tout seul. Et c'est exactement la même chose. Oui. Plus on fait tout seul, plus on se perd, en fait. Il n'y a rien à faire. Oui. Et un autre point que je trouve aussi très beau, c'est de dire, voilà, t'as vécu toute cette période très difficile, mais j'ai l'impression que ça t'a aussi mené à la personne que t'es aujourd'hui. Je suis presque reconnaissante d'avoir eu ces problèmes de couple, en guillemets, qui m'ont fait complètement ressortir tout ce mal-être. C'était presque bénéfique. C'était à refaire, tu le referais, quoi. Non, non, mais je veux dire, comme tu disais, Léana, si j'ai pas eu d'enfant, que j'étais toujours avec votre papa, et puis on ronronne, on laisse comme ça, puis qu'il n'y a pas un malaise, mais que tout d'un coup il y a vraiment un truc, on se dit ça va vraiment plus, il y a quelque chose qui fait
craqué, c'est peut-être, je suis presque reconnaissante parce que ça m'a obligée à ouvrir les yeux et puis dire, vraiment, il y a quelque chose chez moi qui va pas. Ouais, donc et ça, je trouve toujours beau aussi de se dire, même dans ces périodes très difficiles, parce que vraiment, je pense que la dépression, c'est là où c'est le plus sombre. C'est aussi ce qui fait qu'il y a des suicides et tout ça, parce que les personnes qui sont dans ces états ne voient pas d'issue. Et d'entendre un témoignage où, après coup, on se dit, en fait, ça m'a vraiment permis de guérir quelque chose, de me développer, d'être plus moi-même. Je trouve très beau aussi. J'ai l'impression aussi, c'est des fois pas facile à entendre, mais j'ai l'impression que tu es totalement consciente que c'est toi et toi seul qui va pas et que c'est ton histoire. Oui. Que c'est pas quelque chose d'autre qui a été responsable de toi. Non, c'est mon histoire c'est propre. Toi et toi seul. Moi. C'est pas mon père, ton mari, ex-mari, c'est pas tes parents, c'est toi, c'est ce qui s'est passé, et puis tu as créé ça. Oui. Oui, c'est en reprenant aussi cette responsabilité que exactement. On arrive à voilà. Oui, personne n'est responsable, au fait, les circonstances. Et puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qu'elle m'a expliqué, et ça je comprends très bien, c'est que dans l'état comme j'étais, je cherchais des personnes qui répondaient à mon état. Je veux dire, maintenant, je cherche des personnes qui répondent à mon état, et je me rends compte actuel, mais je vais pas rechercher des personnes comme j'avais avant. Je veux dire, quand même, je cherchais des gens très protecteurs, alors que maintenant, j'ai plus envie, mais, donc, c'est ça aussi, tu peux pas accuser les gens, tu les as choisis. Tu les as choisis parce que tu étais comme ça, et remplissais un besoin en toi, vrai que qui te correspondait peut-être pas du tout, mais tu les choisissais quand même. Ça se voit pas mal dans ton compagnon que tu as actuellement, comme tu dis, qui te pousse, quand tu as un peu une peur ou quelque chose qui est plus à te pousser, alors que peut-être... Il t'a fait partir en Thaïlande. C'est fort, hein. C'est vrai que c'est des profils très différents. Maintenant que... Oui. Alors c'est vrai que quand on voit des personnes qui sont dans un système et qui sont en couple, ça va pas, puis ils choisissent des personnes qui exactement la même chose que ce qu'ils ont quitté, tu dis, il y a quand même quelque chose qui est pas vraiment résolu. Pourquoi s'ils ont mal avec quelqu'un, pourquoi ils choisissent la même personne, le même style de personne, pas profil, la même, mais même, tu dis, ils recherchent quand même, au fait, ça les réconforte. Bien sûr. Ça réconforte inconsciemment ce qu'ils veulent. Ouais. Là, c'était un super premier épisode. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Jouer le jeu. Et dans cet échange avec toi, Joris, aussi, parce que on n'en a pas, c'est vrai, pas beaucoup parlé. Et même, là, c'est vrai que c'est notre première interview, mais si vous avez vécu une expérience un peu similaire ou autre, ou d'un point de vue mental, vous étiez au plus bas, nous, on recherche un peu des personnes qu'on pourrait interviewer et puis vraiment mettre en avant cette expérience, puis en fait, simplement montrer qu'on peut s'en sortir, en fait, que c'est pas fini et que c'était ça, le moment le plus beau, c'est quand tu dis demandez de l'aide. Je trouve bref, on va pas refaire l'épisode, mais voilà. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. À bientôt.